Alors, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir afin d'évoquer la mémoire et d'essayer de retracer l'histoire de ce personnage qui est compliqué d'ailleurs. Parce que euh, quand on regarde ce portrait, on a du mal à comprendre comment est-ce que cet homme qui porte beau, qui est extrêmement sûr de lui, là on est en 1893, 6 ans après elle est décédée, 5 ans après, allait souffrir la pire épreuve de sa vie. Et c'est un peu un paradoxe, et c'est de cela dont je voudrais vous parler ce soir, c'est de retracer l'histoire de ce personnage qui est compliqué à cerner parce qu'il est fulgurant. Il est tellement éclectique, il a tellement fait de choses dans sa vie, dans un laps de temps si court, puisqu'il a été maire que 18 ans, il est extrêmement compliqué d'avoir un trait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un homme passionné et passionnant. C'est un homme un homme du progrès, mais pas au sens où on l'entend aujourd'hui. Progrès, c'est-à-dire qu'il a une confiance en l'avenir absolue, quoi qu'il arrive. C'est peut-être sans doute aussi dû à l'époque, cette époque qui est la fin du 19e en France, où les opportunités tant financières, économiques, artistiques et autres sont exponentielles. Et si vous êtes just the good man in the right time, eh bien vous faites des miracles. Et c'est sans doute ce qui s'est passé avec Félix Martin. Passionné par les trains, d'abord et avant tout, passionné par le progrès de l'humanité, le progrès de la technique, le progrès de la civilisation européenne. Et donc, pour trouver un plan ou une ligne directrice dans toutes ces activités qu'il a eues, ça a été assez compliqué. Et ce que je vous propose de faire ensemble, c'est en fait d'essayer de trouver quelques points d'ancrage qu'il a eu dans sa carrière, des points d'ancrage géographiques. Il y a d'abord la première période que j'évoquerai avec vous, c'est sa période dracénoise, quand il arrive finalement à Draguignan, ville voisine que vous connaissez tous sans doute très bien. La deuxième partie, c'est sa première partie raphaéloise. Donc la période dracénoise, elle va à peu près... Donc il arrive en 1863 à Draguignan, et on estime qu'il s'installe à Saint-Raphaël vers 73-74. La deuxième partie, c'est la première partie raphaéloise qui, elle, va de 75, où il entre au conseil municipal de Saint-Raphaël, jusqu'en 1985, où il est mis en 1885, excusez-moi, 1885, où il est alors nommé premièrement comme directeur des travaux de la Compagnie des chemins de fer de Provence, et ensuite directeur de la Compagnie du Sud. Et la troisième partie, qui est la deuxième partie raphaéloise, alors cette première partie de raphaéloise, elle est une ascension extraordinaire. Tous les succès sont en rendez-vous, financiers, économiques, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et la troisième partie de sa vie, c'est un apogée, et en même temps une décadence et une faillite brutale, qui est la période qui va de 1885 à 1895. Alors, revenons aux origines. Alors, Félix Martin, il est né... Déjà, ce n'est pas quelqu'un d'originaire d'ici. C'est quelqu'un qui nous vient de Pont-de-Vaux, dans l'Ain. Donc, il n'a a priori aucune raison d'avoir des attaches dans le Midi, et notamment dans le Var. Son père est receveur à l'enregistrement, issu d'une bonne famille bourgeoise lyonnaise, qui était une famille de médecins, tout à fait reconnue dans la médecine. Et son père est simple enfin simple, c'est déjà un beau métier, mais il n'a pas fait une énorme carrière. Il est donc enregistreur aux impôts dans l'Ain. Et du côté de sa mère, c'est une panetier. Et son grand-père, du côté de sa mère, était général d'Empire. L'arrière-grand-père de Félix Martin, du côté de sa mère, était boulanger. Donc il y a quand même, du côté de sa mère, des antécédents assez épiques.
puisqu'en 2 générations, on passe de simple boulanger, famille de panetiers, à général d'Empire en 1 génération. Il fait donc des études tout à fait brillantes au lycée Ampère, à Lyon, des études scientifiques, où il prépare Polytechnique. C'est un succès, il entre à Polytechnique dans les années 1860 environ, et je vois une dame qui dit non aux dates. C'est fou, vous êtes... Donc il entre à Polytechnique dans les années 1860. Et là, c'est une première partie de sa vie qui est importante, puisqu'il est à Paris. Il a préparé Polytechnique à Lyon. Et en préparant Polytechnique, il commence à se faire des relations qui auront plus tard une importance tout à fait significative pour Saint-Raphaël. À savoir, notamment, l'architecte Aublé. Pierre Aublé, dont vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu des noms à Saint-Raphaël, la rue Pierre Aublé. Aublé qui a été l'architecte d'à peu près 25 villas à Saint-Raphaël. Sans doute également à Lyon, parce qu'ils sont originaires de Lyon, rencontre-t-il en préparant Polytechnique un autre architecte tout à fait passionnant qui est Laurent Vianney, qui sera architecte de la ville. Mais il est encore tout jeune, il a à peine 18 ans. Tout ceci reste des relations scolaires et polytechniciennes. Eux n'iront pas à Polytechnique. Enfin, Pierre Aublé fera un concours externe, mais bon, il ne sera pas élève, il ne sortira pas de Polytechnique stricto sensu. Donc il sort de Polytechnique et il a un premier poste qui est justement d'être nommé à Draguignan. Ces années parisiennes, elles sont essentielles pour Félix Martin. On ne peut pas les omettre. On est en plein Paris haussmannien. Il découvre ce que c'est que la mutation d'une ville à grandeur, à grande ampleur. Ce sont les grands boulevards, la place de l'Étoile, le boulevard Magenta, la gare de l'Est, les grandes avenues, les immeubles de rapport haussmannien, les plans géométriques, tout ce que vous connaissez du Paris haussmannien. Lui le vit littéralement en tant qu'élève polytechnique à Paris. Donc en même temps, il est tout à fait essentiel. Cette vie parisienne, ces 3 années ou ces 4 années à Polytechnique sont absolument essentielles pour lui. Il y tisse aussi des relations. Tous les grands financiers de l'époque, notamment le baron de Reynac, qui sera un personnage sulfureux mais financier, il le rencontre sans doute à cette époque-là. De même, le futur ministre des Transports, Charles Bayot, il le rencontrera à ce moment-là. Ils sont tous de la même génération, 1842, 1843, 1840. Donc ces années de formation, elles sont essentielles. Il sort de Polytechnique et il est nommé en 1863 à Draguignan. Son premier poste, c'est Draguignan. Alors pourquoi Draguignan ? Parce que un de ses ancêtres du côté de son père, les Duval, étaient des notables de Draguignan. Notables de Draguignan, ingénieurs, qui ont eu une importance significative dans le développement du Var sous la Restauration. Et c'est pour ça qu'il atterrit à Draguignan et que son premier poste d'ingénieur des ponts et chaussées, puisqu'il choisit le corps des ponts et chaussées en sortant 7e de Polytechnique, c'est Draguignan. Et là, il s'occupe à Draguignan de la surveillance de la Siagne et de la surveillance du loup. Donc il est plutôt, au début de sa carrière, dans les ponts et les canaux d'irrigation. Ceci, c'est un facteur aussi essentiel, de même qu'il a rencontré à Paris des gens tout à fait influents. Le fait qu'il s'occupe de la Siagne et du loup en début de carrière à Draguignan sera fondamental par la suite quand il lancera sa grande œuvre qui reste sans doute encore présente aujourd'hui, qui est le canal de la Siagneule pour alimenter l'eau de Saint-Raphaël. Et donc il acquiert aussi cette connaissance très tôt, en réalité. Il se plaît beaucoup dans la région. Par les Duval, il est déjà dans la société locale dracénoise. Et là, il y a une première étape dans sa carrière qui est fondamentale, une autre étape, qui est une étape
d'alliance matrimoniale, qui est une étape de famille. Il tombe amoureux de Berthe Emmanuelle Meissonnier, la fille de Jean-Baptiste Emmanuel Meissonnier, qui à l'époque est une personnalité tout à fait importante dans le Var, et même au-delà du Var, au XIXe siècle. Jean-Baptiste Emmanuel Meissonnier, qui sera donc son beau-père. Vieille famille, les Meissonniers d'Ampus et de Draguignan, était, à l'époque où il rencontre Berthe, et à l'époque où il se marie à Marseille en 1867, était directeur de la compagnie des chemins de fer du Nord et de l'Est. C'était un ingénieur extrêmement proche de la famille de Rothschild, qui présidait à peu près toutes les sociétés de près ou de loin liées à la famille de Rothschild. Il était notamment président du conseil d'administration des forges et aciéries du Nord et de l'Est de la France. Comme je le rappelais, directeur général de la compagnie de fer du Nord de la France. Il a été fondateur d'une compagnie d'assurance qui a fait faillite ensuite, qui s'appelle La Confiance. C'est le cas de le dire. Et donc, c'est un personnage absolument clé, et c'est un personnage d'autant plus clé pour Félix Martin que c'est sans doute Meissonnier qui a présenté Freycinet à Martin. Et le tissu de relations de son beau-père lui a permis d'élargir sa palette de façon considérable. Une anecdote tout à fait cocasse, je la dis maintenant parce que quand aura lieu la construction, bien plus tard, puisque la ligne Draguignan-Grasse, la ligne de chemin de fer, est mise en fonction en 1890. Quand aura lieu cette inauguration, il fera mettre un arrêt privé de la station de train pour son beau-père. Et cet arrêt, vous pouvez toujours le voir aujourd'hui si vous empruntez la route, la vieille route qui va de Grasse à Draguignan. C'est la petite gare de Terrissol. Pour ceux qui sont familiers de la région, je vous invite à voyager sur cette route. Et au bord de la route, à peu près 8 km après Draguignan, il y a une toute petite gare. Et cette gare était la gare privée qui desservait les domaines Meissonnier du chemin de fer du Sud. Donc il rencontre, il se marie avec Berthe et très vite après, il décide de monter à Paris quelques années et de partir loin, puisque petit à petit il s'engage dans la voie ferrée et il quitte un petit peu les canaux et les eaux fluviales pour se concentrer sur le train. Et on le retrouve en 71 à Paris, on le retrouve en 71, 72, sans doute en Turquie, où il participe à la construction du train qui va, non pas d'Izmir, mais d'Izmit, qui est légèrement derrière Constantinople, jusqu'à la mer Morte. On le retrouve en 74 ou 73 en Russie, où il participe à la construction à une ligne de chemin de fer entre Vladivostok et Moscou. On le retrouve au Brésil aussi. Donc il a, pendant de 71 à 74, toujours dans sa période dracénoise, une activité qui le mène non seulement à Paris, mais aussi à l'étranger, où il accumule une somme d'expérience et de relations tout à fait importantes. Il y recroise sans doute Oblé, qui lui aussi avait fait un voyage en Turquie en 71. Et en 73, il rentre définitivement au PLM, à la ligne de chemin de fer privé, le fameux Paris-Lyon-Marseille. Et donc il est nommé inspecteur du PLM en charge de la surveillance de Marseille-Saint-Charles jusqu'à Vintimille. C'est tout à fait important pour lui, donc en 73. Et c'est aussi l'époque où donc il est installé, il n'est pas encore installé à Saint-Raphaël, il est encore entre Draguignan, Marseille, Paris, mais sans doute, au cours d'une de ses excursions, de ses balades,
il a une révélation. Il a une révélation qui est fondamentale. Il est sur le plateau de Valescure, de Valescure, et il admire la beauté du paysage. Et on m'a souvent dit, on m'a souvent dit que Félix Martin a eu la même sensation que la conversion de Saint-Paul, quand il a vu la beauté de ce paysage. Il est tombé amoureux fou de la beauté de ce site, et très vite, il a eu l'idée, dans ces années, de déménager, d'aller s'installer à Saint-Raphaël, et il a eu cette ambition première de fonder Saint-Raphaël en tant que station balnéaire, à la fois hivernale et estivale. Et ça a été très clair dans son esprit. C'est une fulgurance. Et c'est ce à quoi il va s'atteler à partir de 1973 jusqu'à sa mort. Ça a été quelque chose pour lui, ça a été une révélation, tout simplement. Donc, c'est là où j'en viens à la deuxième partie de sa vie, qui est la première partie raphaéloise. Puisque il entre... donc il est ingénieur, inspecteur au PLM, il déménage, il quitte Draguignan, et il s'installe à Saint-Raphaël. On ne sait pas exactement où il s'installe au début. Est-ce que c'est à Saint-Égulphe, est-ce que c'est à Valescure, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, on sait qu'en 1979, la magnifique Villa des Sistes, qui était il y a quelque temps la maison de retraite de la Légion d'honneur Coster-Solviane, que vous connaissez sans doute, en 1979, elle est bâtie et il y habite. Sans doute, dont l'architecte est sans doute Laurent Vianney. Donc cette deuxième partie de vie, qui est la première partie raphaéloise, moi je l'ai intitulée, il a trois fonctions. Il est maire de Saint-Raphaël, inspecteur des chemins de fer et homme d'affaires. Et les trois sont absolument indissociables en réalité. On aurait tort de penser qu'une fois entré au conseil municipal en 1875, et une fois élu maire par 400 votants, ce n'est pas une campagne électorale trop dure, en 1878, on aurait tort de penser qu'il arrête ses fonctions. En réalité, non. C'est un homme de mouvement, comme je l'ai dit en introduction. C'est un homme qui est sans cesse en mouvement, sans cesse entouré de secrétaires particuliers, d'architectes, de banquiers, de financiers. En réalité, le bureau de Félix Martin, c'est le train. Il vit dans le train, littéralement. Il passe des heures et des heures dans le train entre Marseille, Cannes, La Boca. Enfin, il vit complètement dans le train et en même temps, il aura ses occupations de maire tout à fait importantes et bien d'autres occupations. Mais son bureau, c'est le train. Et donc, il ne faudrait pas oublier pendant cette période qu'il non seulement il reste inspecteur des chemins de fer, mais il devient même inspecteur en chef de la ligne Marseille-Saint-Charles en 1882. Il est tellement investi de sa mission que Gustave Noblemer, qui était le directeur du PLM à cette époque, qui avait succédé à Paulin Talabot, dira si Félix Martin était resté à ma place, puisqu'il est mis en disposition en 85, il aurait eu ma place. Si Félix Martin était resté au PLM, il aurait eu ma place, car il avait le don rare et précieux de l'autorité. Donc il était amené, s'il était resté au PLM, à avoir une carrière extrêmement brillante et à devenir en réalité directeur général de la compagnie de chemin de fer. Tel ne fut pas son destin. Pour vous dire à quel point il était investi par les chemins de fer, une anecdote tout à fait remarquable qui a été relatée par Alphonse Karr dans Le Gaulois à l'époque. Il y avait eu des inondations absolument terribles, des inondations d'octobre 1882, qui avaient ravagé le littoral. Et il se trouve être à 8 h du soir, dans la gare de Cannes, Cannes-La Boca. Un peu avant, une digue s'ouvre sous l'effet de la pluie et rompt un pont qui aujourd'hui se trouvait, puisqu'il ne s'y trouve plus, sur le boulevard du Midi, pour ceux qui connaissent la région de Cannes-La Boca. Il voit au loin le PLM qui arrive. Évidemment, le PLM va tomber dans l'eau. Évidemment, il va y avoir des morts. Évidemment, ça va être une catastrophe absolue. Que fait-il ? Il est donc en poste à 8 h du soir à Cannes. Il a une inspiration subite. Il décide de prendre une lanterne,
d'y mettre deux feux incandescents rouges et d'agiter de gauche à droite de manière extrêmement ample, sous la pluie, sous les trompes d'eau, afin que le conducteur du train comprenne qu'il y a un problème sur la voie et s'arrête. Et le train s'arrête juste avant le pont complètement écroulé. Pour ceci, il aura une médaille de sauvetage. Donc c'est quelqu'un qui ne lâche jamais le train et sa fonction d'inspecteur. Donc il entre, comme je le disais, au conseil municipal en 1975, il est élu maire en 1978, et là je suis obligé d'évoquer sa fonction de maire de Saint-Raphaël. Il devient maire de Saint-Raphaël. C'est assez hallucinant ce qu'il parvient à faire. Saint-Raphaël en 1978, c'est un petit village de pêcheurs. Il y a le train déjà, mais le PLM, pas le chemin de fer de Provence. À Val-Escure, il y a l'arrivée de la gare. Bon. Puis il y a un espace vide qui est le plateau de Notre-Dame aujourd'hui, ou le plateau du Veillat, pour ceux qui s'appelaient comme ça anciennement. Il y a la plage, il y a le port. Il y a moins de 2000 habitants. Moins de 2000 habitants. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure d'eau, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'orphelinat, il n'y a pas de gaz, pas encore. Il n'y a pas d'éclairage public, il n'y a pas d'adduction d'eau, le cimetière est encore dans la ville. Voilà. Alors il y a Alphonse Karr. Oui, ça c'est Alphonse Karr est là. Et Alphonse Karr, son grand ami, avait déjà inventé l'idée de Côte d'Azur. Et l'idée, pas la réalisation matérielle. La réalisation matérielle de Saint-Raphaël, la naissance de Saint-Raphaël, c'est Félix Martin. Avant de vous énumérer quelques édifices que vous connaissez tous sans doute beaucoup mieux que moi, qui suis simple grassois, je vais juste vous lire un passage d'Ortolan, qui est un chroniqueur de l'époque, que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui était inspecteur chef mécanicien de la marine, et qui était décoré de la Légion d'honneur, etc., mais qui est contemporain de Félix Martin, et qui a écrit pas mal de portraits sur Félix Martin. D'ailleurs, pour certains qui aiment la ville, je vous recommande l'ouvrage Notes et souvenirs de Pierre-André Ortolan. Voici ce qu'il dit au discours d'inauguration de la Siagnole en décembre 1994, à l'hôtel des Postes qui n'existe plus, mais terrasse des Bains, là où il y a le kiosque à peu près. Il dit créer 55 km de voies nouvelles, faire naître des agglomérations de près de 250 maisons, villas, hôtels, décharges, faire pousser 45 villas dans le désert de Val-Escure, 52 villas dans celui de Boulouris, et cela en moins de 10 ans. Voilà les résultats attribués au fondateur de la station hivernale. Creuser le port, l'ancien port, pas le nouveau, l'ancien port. Établir solidement et prolonger les jetées, faire décider la construction d'un chemin de fer d'intérêt local, nous y reviendrons, et faire aboutir l'œuvre considérable de l'adduction des eaux de la Siagnole en ville et dans le territoire de la commune. Ce sont les travaux extraordinaires dont l'initiative et l'exécution sont à l'acquis de l'ingénieur Félix Martin. Alors, c'est les réalisations apparentes de Félix Martin, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec certains d'entre vous, c'est les trois quartiers, d'abord le quartier de Notre-Dame, le plateau de Notre-Dame, le plateau de Val-Escure et dans une moindre mesure le plateau de Boulouris. C'est le casino que vous connaissez, casino qui a été ensuite reconstruit dans les années, je crois, 1910, je crois qu'il a été reconstruit. C'est l'église Notre-Dame de la Victoire, attribuée à Pierre Oblet, qui a été, elle, édifiée dans les années 84, je pense. C'est le boulevard Félix Martin, qui de son vivant ne s'appelait pas le boulevard Félix Martin, qui s'appelait le boulevard de l'Avenir. C'est la promenade des Bains, ce sont l'hôtel, le Grand Hôtel. Le Grand Hôtel, aujourd'hui, je crois que c'est la maison de retraite Home Arménien, qui est sur le boulevard du Maréchal Lyoté. C'est... il y a un endroit que j'aime beaucoup, parce que de temps en temps, quand je vais à Saint-Raphaël, c'est là où je m'arrête. C'est l'hôtel Excelsior, vous savez, devant. Excelsior, c'est ça ? Voilà, qui était la maison, qui était en fait, avant d'être un hôtel et avant d'être une brasserie, qui était en fait une villa particulière, attribuée aussi à Pierre Oblet. C'est les centres de balnéothérapie,
c'est l'hôtel de bain, le Grand Hôtel, les quartiers dont nous avons parlé, la modernisation des ports, aussi très important, ce sont les routes. Les routes, on lui doit notamment les routes, et notamment le début de la merveilleuse route qui rejoint Saint-Raphaël à Théoul, en passant par le bord de mer. Alors, cette route, elle a été inaugurée après sa mort. Mais il l'a initiée. Il l'a initiée jusqu'à Haguet. Pourquoi il l'avait-il initiée? Parce qu'il a très bien compris, en tant qu'ingénieur, qu'à l'époque, il fallait créer un lien entre les chemins de fer et les deux lignes de chemin de fer, en réalité, locales et nationales, avec toutes ces résidences qui se créaient. Et il fallait créer un lien de communication entre le train et la voiture. Ce sont donc des hôpitaux, des écoles, le cimetière qui a été déplacé à l'extérieur de la ville, les adductions d'eau, comme je l'évoquais, les égouts, les éclairages publics, enfin, c'est toutes les voies et réseaux divers qui font la création d'une ville nouvelle au XIXe siècle. Et ça, on lui doit quelques chiffres, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des chiffres. La capacité, je me réfère sur ces chiffres à l'excellent ouvrage de Martial Fréchard, qui est un historien local, et qui a écrit sur Saint-Raphaël, qui a fait sa thèse sur Saint-Raphaël, et notamment sur la municipalité de Félix Martin. Avant son mandat, en 1875, il y a à peu près moins de 250 lits en termes d'accueil. Il y en a plus de 1500, de 1950, près de 2000, à la fin de son mandat. 2000 lits. La population était de moins de 2000 habitants, elle passe à plus de 4000 habitants. Donc on a, ces chiffres sont quand même tout à fait éloquents en termes de croissance. La dernière fois que j'ai fait cette conférence, enfin je l'ai faite il y a très longtemps, mais je l'ai remaniée, etc. Mais j'avais un peu comparé la naissance de cette ville à Dubaï, pour ceux qui sont allés. Moi j'étais à Dubaï en 99, il y avait très peu de choses. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, c'est... Bon, alors dans une moindre mesure, mais avec plus de goût, Saint-Raphaël fut... cette expansion, elle est tout à fait similaire en termes de dynamisme. Et la question qu'on peut se poser, et que je me suis d'ailleurs beaucoup posée, c'est pas tellement voilà, on le sait, puisqu'en fait c'est tout le paysage moderne, hein, vous le voyez tous les jours quand vous promenez dans Saint-Raphaël, le kiosque, vous voyez cette architecture 19e très typique. C'est comment est-ce qu'il a pu faire? C'est ça qui est intéressant. Comment est-ce que Félix Martin a-t-il pu faire pour créer ces infrastructures et cette ville nouvelle? Et là, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur humain. C'est quelqu'un qui savait extrêmement bien s'entourer. Et notamment par ses amis lyonnais qu'il a fait venir. Pierre Aublé, qui arrive en 79, qui aura cette phrase assez drôle d'ailleurs, parce qu'il était sans doute un peu jaloux de ne pas avoir fait la maison de Félix Martin. Il arrive et il dit, la Félix Martin, il écrit à sa femme, restée à Lyon, oui, la villa de Martin est achevée, je la trouve légèrement prétentieuse. Il parlait de la villa des Sistes. Donc il fait venir des gens de talent, de réel talent, dont Pierre Aublé, qui est architecte, qui aura un cabinet tout à fait important, avenue du Maréchal Lyoté d'ailleurs, la Villa Aublé, qui, je ne sais pas si elle porte toujours son nom, en tout cas, oui, sans doute, où il y avait plus de 24 architectes qui travaillaient. Il est l'artisan donc de 25 villas, donc de la cathédrale Notre-Dame de la Victoire, basilique, qui s'appelle Notre-Dame de la Victoire en l'hommage à la victoire de Lepante, puisque Pierre Aublé était né à Rhodes, à l'époque dominée par les Turcs, et pour commémorer la victoire, la défaite des Turcs plutôt, on avait nommé cette basilique Notre-Dame de la Victoire. Donc il est également l'architecte de nombreuses villas. Pour cela, je vous renvoie, il y a Madame Janin, Michaud Janin, qui a écrit beaucoup de choses sur Pierre Aublé et sur les architectes lyonnais qui ont participé à la ville. Donc c'est quelqu'un qui sait s'entourer. Ça, c'est évident. Et Vianney aussi a une influence considérable, qui était architecte de la ville, qui a dessiné les plans de la ville nouvelle et les plans de la ville nouvelle. Le deuxième facteur, c'est le facteur financier.
il a découvert très tôt l'importance de la finance moderne. C'est-à-dire qu'il va littéralement endetter la commune, mais massivement. Massivement. Mais c'est un endettement qui restera en réalité relativement modeste à la fin de son mandat. Mais le budget de la ville est, au début de son mandat, de 14 000 francs. Or, il est en 1895 de 735 000 francs. Tout ça grâce à des emprunts qui permettent la réalisation des infrastructures. Mais ces emprunts, c'est un peu comme une forme de keynésianisme en réalité, puisqu'il endette la ville, mais il y a des ressources qui vont derrière, des ressources très importantes. Et pour la ville, à l'époque, il y avait une ressource qui était remarquable, c'était l'octroi. L'octroi, c'était une taxe sur les produits importés dans la commune. Donc plus vous endettez la ville, plus effectivement vous avez d'infrastructures, plus vous avez de monde, plus vous avez de population, plus vous avez de biens qui rentrent, et plus vous avez de recettes fiscales. Donc il y a quand même dans la dette un effet qui est là relativement vertueux, en tout cas qu'il a été pour Saint-Raphaël, qui permet à la commune de non seulement s'investir, de s'endetter, d'investir pour des infrastructures, mais d'accueillir un flux de population tout à fait considérable. On passe de moins de 2000 à plus de 4000 habitants, qui consomment, qui produit, et la commune en bénéficie grâce à l'octroi, qui est une taxe sur les importations communales réellement, et qui générera énormément de finances pour la ville. À la fin de son mandat, on estime que sur les 700, le budget de 730 000 francs or, cette dette représente uniquement et seulement 27% du budget. Et la charge de la dette, 14,5%. On est bien loin, moi qui suis simple élu municipal à Grasse, on est bien loin des ratios aujourd'hui où parfois vous avez des dettes qui sont de plus de 100% du budget communal. On reste à des niveaux tout à fait relatifs, mais qui à l'époque n'existaient pas. Les communes n'étaient pas, ou peu, ou pas du tout endettées. Donc ça, c'est un moyen, un deuxième moyen. Le troisième, le facteur humain est important, le facteur financier est important, l'octroi, on en a parlé, et il y a aussi un quatrième moyen important, ce sont les subventions. Les subventions des subventions parisiennes pour certains travaux, notamment on sait qu'il était extrêmement proche de Jules Roche, qui a été député du Var dans les années 85, et qui était vraiment proche de Félix Martin, et c'est grâce à lui qu'il a obtenu notamment énormément de subventions pour tout ce qui est la route, et notamment le fameux chemin vicinal numéro 7, qui sera la future corniche d'or. Donc, et aussi pour les adductions d'eau. Donc la subvention est aussi une arme financière importante. Maire de Saint-Raphaël, ce n'est pas uniquement la gestion des affaires de la ville, souvent dans le train d'ailleurs, c'est aussi un réseau de sociabilité extrêmement important, et c'est là où la Villa des Sistes prend toute son importance. Puisque pour faire venir la jet set, il faut recevoir beaucoup tout le temps, presque toutes les semaines. Et à la Villa des Sistes, c'est peut-être pour ça qu'elle était assez prétentieuse, entre guillemets, en tout cas, ce sont les personnalités internationales les plus brillantes qui y séjournent. Maupassant, il séjournait régulièrement, Gustave Eiffel, Gounod de l'opéra, Gladstone, 4 fois Premier ministre, 4 fois Premier ministre et 4 fois aux finances, au Trésor, il séjourne, Dilk également, et j'en oublie, mais vous avez toutes les personnalités importantes de l'époque séjournent à Saint-Raphaël entre 1880 et 1885 et descendent notamment à la Villa des Sistes. Et il avait tellement bien réussi qu'il avait fait construire une autre villa qui s'appelle Le Maquis, qu'il a vendue parce qu'il a eu des graves problèmes financiers par la suite, qui elle était réservée uniquement à la colonie anglaise. Donc il recevait ses amis français dans une villa et d'autres ailleurs. Donc la
la sociabilité et les fêtes mondaines de la Villa des Sistes, sous l'égide de son épouse Berthe Emmanuel, a été également un facteur de développement important, puisque c'est en recevant la bourgeoisie parisienne, la bourgeoisie lyonnaise, l'élite anglaise, qu'il a pu faire venir aussi toutes ces résidences, et notamment faire peupler notamment le plateau de Vallescure par la colonie anglaise. Et ça, c'est important. Donc il était un peu obligé de le faire, même si c'était contre nature, puisque les récits de sa personnalité montrent que c'était quelqu'un de relativement modeste et bonhomme, en réalité, et qu'il n'avait pas un goût extrêmement prononcé pour les mondanités. Mais c'était un facteur. Et c'était un facteur qu'il se devait de faire en tant que maire de Saint-Raphaël pour promouvoir sa ville. Alors dans cette première période raphaéloise, vous le voyez, c'est une ascension fulgurante. Tous les voyants sont au vert, et en même temps, puisque c'est une personnalité éclectique, comme je vous le disais en introduction, qui a eu un destin hors du commun, il s'est lancé aussi dans les affaires. Et c'est aussi par les affaires que Saint-Raphaël a pu se développer, et par ses propres affaires. Il n'y avait pas à l'époque de séparation absolue entre le monde des affaires et le monde de la politique et le monde du travail. Tout cela était quand même assez dans un même moule, dans un même univers. Et ces affaires, d'ailleurs, n'ont pas du tout été heureuses, en réalité. Mais elles ont été profitables pour certains, et très profitables pour d'autres, plus tard dans le temps. En tout cas, il est homme d'affaires. À partir du moment où il quitte le PLM, il le quittera plus tard, mais à partir du moment où il entre au conseil municipal de Saint-Raphaël, il y investit également de ses deniers de manière tout à fait importante avec des systèmes de société civile qu'il constituait avec des amis et des proches et des parents, dont mon arrière-grand-père, Gaston de Fontmichel, qui avait un objet très simple, c'était de racheter des terrains, de les viabiliser en adduction d'eau, en tout ce qu'on appelle aujourd'hui par un terme moderne de VRD, et ensuite de les céder, de les revendre. Et tout ça allait très bien jusqu'en 1884. Il était déjà maire, il était inspecteur de chemin de fer, tout allait bien, et il investissait. Et ce qu'il faisait pour la ville, il le faisait malheureusement aussi pour lui, c'est-à-dire qu'il s'endettait beaucoup, de manière excessive. Et jusqu'en 84, tout va bien. On sait que, par exemple, que la basilique Notre-Dame a été acquise par la cession d'un tellement foncier de sa société. De même pour la villa dont j'évoquais tout à l'heure, où j'aime bien prendre un café, Excelsior. On a des traces de ces cessions foncières entre cet événement foncier et ces bâtiments qui ont été érigés. Et puis, patatrac, en 84, arrive une énorme crise, une crise de liquidité. Aujourd'hui, les gens parleraient ainsi, puisque c'est le cas. C'est la faillite de plusieurs institutions bancaires importantes et sa société qui s'est endettée lourdement à hauteur de 450 000 francs or. La société de Vallescure de Félix Martin, de sa dissolution, puisqu'on a retrouvé les rapports du liquidateur, de sa dissolution en 84 jusqu'à sa liquidation en 93, il y a 88 hectares dans le plateau de Vallescure. 88 hectares. C'est tout à fait impressionnant. Un capital de 1 300 000 francs or, qui correspond au chantier de l'adduction d'eau de la Siagnole. Donc on est sur des gros emprunts. Et tout ceci s'écroule littéralement en 84. Donc il a été extrêmement brillant dans ses affaires municipales, extrêmement brillant en tant qu'inspecteur des chemins de fer, il a sauvé des vies, mais ses affaires personnelles, on met un peu la couverture dessus, elles sont extrêmement délicates. Et c'est ce qui explique sans doute, et j'en arrive à la troisième partie de sa vie, c'est sans doute cette faillite relative en 84 dans ses affaires qui le pousse à continuer à travailler de manière importante et à prendre la direction de la compagnie des chemins de fer du sud de la France, qui deviendra ensuite compagnie des chemins de fer de Provence, et d'en prendre à la fois la direction de la construction et ensuite la direction toute simple à partir de 1887.
c'est vrai que le traitement était remarquable, mais il avait besoin de travailler. Il avait un besoin réel de travailler pour faire rentrer des sous, pour payer ses dettes qu'il n'avait toujours pas liquidées. Et c'est cette troisième partie de la vie, cette troisième partie et cette deuxième période raphaéloise que je me permets de vous dire maintenant. Il avait... c'est tout à fait... dans ces années parisiennes, vous avez sans doute entendu parler de la famille de Reynac et du baron de Reynac, les chemins de fer du sud de la France. Ça vous dit quelque chose, sans doute. En tout cas, le plan Freycinet, en 1979, qui était un plan national, avait décidé d'établir des chemins de fer, des lignes d'intérêt local. Il y avait certes la Paris-Lyon-Marseille, qui était une grande ligne, mais il y avait aussi des lignes d'intérêt local pour créer des infrastructures ferroviaires sur tout le territoire. Et en 1985, naît la Compagnie des chemins de fer du sud de la France, qui est en fait une émanation de la Société marseillaise de crédit, dont le baron Jacques de Reynac est administrateur, qui est une sorte de filiale en réalité. Aujourd'hui, on dirait une filiale de la Société générale de crédit, de la Société marseillaise de crédit, qui va financer contre un retour sur investissement la construction de ces lignes d'intérêt local. Et Félix Martin, qui est ami avec le baron de Reynac, en prend la direction opérationnelle de construction et ensuite d'exploitation. Mais il reste maire, puisqu'il restera maire jusqu'à la fin. Et c'est tout à fait important pour le territoire, pas seulement pour Saint-Raphaël, même si Saint-Raphaël va se doter de 2 gares et non pas d'une seule gare, puisque la ligne est ouverte en 1890. C'est pour la région entière que c'est important. La naissance des chemins de fer de Provence constitue un point crucial dans le développement et dans le maillage de notre territoire. Aujourd'hui, quand on voit les embouteillages hallucinants qu'il y a partout, on se demande pourquoi ces lignes n'ont pas été reconstruites après la Deuxième Guerre mondiale, quand elles ont été détruites par la guerre. Néanmoins, donc il y avait 3 lignes. 3 lignes. La première ligne, c'est la ligne Nice, qui va jusqu'à Mérargues, près d'Aix-en-Provence. Cette ligne est achevée en 90. La deuxième ligne, c'est la ligne qui nous intéresse le plus ici, c'est la ligne Saint-Raphaël, Saint-Tropez, qui elle est achevée dès l'été 89, et ensuite qui est prolongée jusqu'à hier, à l'été 90. Et elle sera même prolongée jusqu'à Toulon en 1905. Et c'est donc Félix Martin qui réalise, dans un temps relativement record, avec ses ingénieurs, puisqu'ils étaient 80 ingénieurs en réalité à travailler au bureau de Draguignan, et des milliers d'ouvriers, ces travaux d'Hercule en réalité en un temps record, puisque la compagnie elle est créée en 85 et l'essentiel des lignes est achevé en 92. Il y avait une autre ligne qui nous intéresse bien moins, mais qui est toujours en activité aujourd'hui, qui est la ligne Nice-Digne, que certains connaissent peut-être, qui elle a été achevée juste avant la guerre. Et il y avait encore une 4e toute petite ligne, qui était la ligne qui allait de Cogolin à Saint-Tropez, qui est sans doute cette ligne, c'est sans doute cette toute petite ligne dont on a hérité le nom du train des Pignes, qui aujourd'hui est le nom de la grande ligne qui va de Nice à Digne, puisque de Nice à Digne, il n'y a pas tellement de pain. Donc on ne sait pas trop pourquoi elle s'appelle le train des Pignes. Elle s'appellerait le train des Pignes parce que le train des Pignes était en fait le petit train qui reliait Cogolin à Saint-Tropez. En tout cas, pour lui, c'est un aboutissement professionnel que cette fonction tout à fait prestigieuse de directeur des chemins de fer du sud de la France. Alors, aujourd'hui, vous avez des vestiges de ce chemin de fer. Quand vous empruntez, je le disais tout à l'heure, la route qui va de Nice de Grasse à Draguignan, on longe à peu près cette route. Vous avez beaucoup de ponts qui ont été détruits. On a dit qu'on ne pouvait pas reconstruire ces ponts parce que c'était des ouvrages de pierre. En fait, pas du tout. C'est une ligne qui a été faite à l'économie et c'était bien souvent des lignes métalliques et non pas en pierre. Je renvoie aux excellents travaux de José Banodo, que vous connaissez peut-être, c'est que vous avez peut-être reçu ici à Saint-Raphaël, concernant tout ce qui est l'épopée des chemins de fer de Provence et qui était
anciennement nommé chemin de fer du sud de la France. Et donc, inévitablement, pour en revenir à Saint-Raphaël, avoir deux gares à Val-Escure, l'une relativement proche de l'autre, a une influence également très importante pour le développement du tourisme et de la station balnéaire en cours de construction à Saint-Raphaël. Ça crée littéralement encore plus de monde, encore plus de visites, encore plus de tourisme. Et son deuxième grand fait d'armes, qui, je pense, aujourd'hui reste, puisque je pense que la ville de Saint-Raphaël est toujours alimentée en eau par le canal de la Siagnole, à moins que je me trompe, mais je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Bon. C'est l'adduction d'eau de la Siagnole. Alors ça, il l'a mené, ça a été son combat de sa vie. Ça a été le combat de sa vie à la fois à titre privé et à la fois à titre public pour la ville de Saint-Raphaël. Rappelez-vous ce que je disais en introduction, son premier poste a été d'être nommé en charge de la surveillance de la Siagne et du loup. Et si ces affaires ont si mal tourné, c'est très clair. S'il y a eu cette crise en 84, certes, mais il y avait encore beaucoup de biens dans la société qui n'étaient pas encore liquidés. Pourquoi les terrains ne se vendaient pas? Pourquoi ces 88 hectares n'arrivaient pas à se viabiliser? C'est qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. On avait essayé, en allant chercher des sources à l'Estérel, un peu d'eau par-ci, par-là, mais ce n'était pas assez. Pas d'eau, pas de vente, pas de transaction. Sa société fait faillite en juillet 93. En décembre 94, la Siagnole est inaugurée à Saint-Raphaël. Pour le plus grand bien de tous les Raphaélois et aussi des Fréjusiens, c'est ça? De Roquebrune, Puget, Caillan, Tourette, Fayence. Ça a été un exploit que cette construction. Ça a été fait en un temps record. C'est un décret ministériel de décembre 91 qui autorise la ville de Saint-Raphaël à capter une partie des eaux de la Siagne. Félix Martin raconte ça dans ses mémoires, dans le livre d'Ortolan d'ailleurs, que je vous conseille. Ils avaient envisagé toutes les possibilités et il n'y avait qu'une seule solution pour faire venir de l'eau à Saint-Raphaël, c'était de remettre en œuvre l'aqueduc romain, dont il y a encore des traces à l'entrée de Fréjus, mais aussi à Caillan, de remettre en route l'aqueduc romain de la Siagnole. Et c'est ce qu'il fait de manière magistrale avec la GTM, les grands travaux de Marseille, avec également la compagnie, la Société Marseillaise de Crédit. Et c'est ce qu'il fait avec l'ingénieur qu'il faut nommer Perrier, qui a été tout à fait remarquable à cette occasion. Il le fait aussi beaucoup avec l'aide de la ville de Grasse. Donc si vous, Raphaélois, vous avez un petit peu d'eau à Saint-Raphaël, c'est un peu grâce à nous. Parce que c'est même beaucoup grâce à nous. Parce qu'il avait dans ses relations d'affaires, et ensuite familiales, puisqu'il deviendra en 92 son gendre, Gaston de Fontmichel, qui à l'époque était conseiller général, maire de Saint-Vallier, personne très influente du côté est du département. Et Grasse, ils avaient eu un système assez intelligent. Ils avaient non seulement les eaux de la Siagne, et non pas de la Siagnole, mais également du Foulon. Et ils avaient acheté une source privée. Ils avaient réussi à acheter une source privée pour alimenter l'eau à Grasse. Donc il y a beaucoup de sources à Grasse, il y a la Fougue, il y a la Siagne, il y a beaucoup de sources. Mais en plus, ils avaient acheté une source privée à M. Foulon. Et Saint-Raphaël s'est inspiré de ça parce que les eaux de la Siagnole ne suffisaient pas. Donc ils ont acheté à M. Jourdan, près de Mons, près des sources du Nesson, une source privée qui complète la source de la Siagnole qui prend sa source à Mons, dans le Nesson. Donc il s'est inspiré Grasse, et non seulement il s'est inspiré Grasse, mais Grasse l'a beaucoup aidé, parce que Cannes voyait d'un très 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 mauvais œil qu'une partie des eaux de la Siagne soit détournée au profit de Saint-Raphaël. Et donc il y a eu toute une influence extrêmement importante des Grassois, familiale, et d'hommes, une histoire d'hommes en réalité, pour que le décret puisse être voté et pour que Saint-Raphaël puisse
capter, comme à l'époque romaine, une partie des sources de la Siagnole. La Siagnole est un affluent de la Siagne et se déverse à Mandelieu. Donc c'est l'histoire de la Siagnole qui a coûté beaucoup, qui a coûté 1 280 000 francs or, qui devait coûter beaucoup moins, qui a coûté énormément parce qu'il a fallu non seulement faire cette adduction avec cette source privée, il a fallu créer un nouveau... Donc tout est enterré maintenant. Il a fallu surélever le bassin d'arrivée des eaux parce que les Romains n'avaient pas besoin autant de pression et donc il a fallu rehausser complètement les arrivées d'eau pour mettre plus de pression. Quoi qu'il en soit, c'est un projet qui a été fait dont les travaux ont été réalisés en moins d'un an. En moins d'un an. Tout à fait remarquable. Et les financements a été aussi tout à fait ingénieux, puisque n'arrivant pas à financer autant d'argent pour un projet si important, il avait inventé un système de pré-souscription, dont on a des archives. C'est-à-dire qu'il allait voir les gens, tout simplement, et leur demandait « Est-ce que vous voulez nous acheter un peu d'eau de la source de la Siagnole, envie de financer la construction ?» Oui, 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 oui. Et ils étaient arrivés à avoir un retour sur investissement par ce système de pré-souscription tout à fait important, ce qui fait que la Société marseillaise de crédit les a suivis. C'est un beau projet d'ailleurs local, de participation des habitants, de capitalisme finalement à l'échelle locale. Une autre clause du contrat, qui a été tout à fait bonne pour la ville, c'est qu'au-dessus d'un certain seuil consommé, les recettes n'allaient pas aux concessionnaires, mais allaient à la ville. Voilà pour l'histoire de la Siagnole. Et alors, ceci m'emmène à parler en conclusion de la dernière partie de sa vie, puisque il inaugure l'arrivée d'eau en décembre 1994. Donc il est maire de Saint-Raphaël, président des chemins de fer du sud de la France, homme d'affaires pas tout à fait avisé. Et en tout cas, il inaugure en grande pompe l'arrivée de la Siagnole au niveau du Carrousel aujourd'hui. Vous voyez le bout du boulevard Félix Martin. Vous avez une stèle avec le médaillon de Félix Martin. Et c'est là qu'est érigée une fontaine, à l'époque, fontaine qui a eu toute une histoire, cette fontaine. Il n'y a plus de fontaine. Il n'y a plus de fontaine. Elle a été, en 1910, on a remplacé le haut de la fontaine, qui était une statue antique, par le buste de Félix Martin. Ensuite, la fontaine a été déplacée. Le buste de Félix Martin a été fondu par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce n'est qu'en 1974 où on a remis à la place de la fontaine le médaillon de Félix Martin, qui est toujours existant, que vous pouvez voir, qui est donc au bout du boulevard Félix Martin. Néanmoins, c'est là que l'eau arrivait et c'est là qu'il y a eu une énorme fête mondaine organisée par la municipalité, notamment à l'hôtel des Postes, qui n'existe plus. Et c'est là où prend naissance la rumeur de l'arrestation et de la fraude de Félix Martin, qui aurait détourné 840 000 francs or dans les comptes de la Compagnie des chemins de fer de Provence. Rumeur, rumeur, rumeur. Totalement des rumeurs. Orchestrées, et c'est là où la politique rejoint les affaires, orchestrées par ses opposants politiques en réalité. On sait que la campagne législative de 1993 avait été extrêmement violente. Clémenceau avait échoué à cette occasion et avait été battu par une coalition d'opportunistes menée par le futur député Jourdan. Et la campagne avait été extrêmement violente. Il y avait toujours eu une opposition farouche entre Clémenceau et Félix Martin. Félix Martin disait à propos de Clémenceau, qui ensuite a eu la carrière que l'on sait, donc on ne va pas revenir sur ses exploits de la Première Guerre mondiale, mais en tout cas, à cette époque-là, bien avant le temps de l'héroïsme, Félix Martin disait « c'est l'homme le plus méchant qu'il m'ait été donné de connaître ». En tout cas, il se venge. Il se venge de manière féroce. Et il fait courir donc le bruit que Félix Martin aurait trafiqué les comptes de la compagnie. Il fait, par son ami Ribot, alors président du Conseil, et Trapieux, garde des Sceaux du même gouvernement, il fait révoquer Félix Martin de sa fonction de maire. Tout simplement, sans procès, sans rien. Révocation immédiate, et ils le font incarcérer. Et Félix Martin va passer 50 jours en prison.
50 jours en prison, à Paris. C'est tout à fait hallucinant comme histoire. Alors, bien entendu, il est acquitté. Il y a des archives extrêmement intéressantes dans la presse nationale et locale sur le déroulement du procès de Félix Martin. Et notamment comment Félix Martin, qui travaillait énormément ces dossiers, avec son avocat, Maître Rousset, ont réussi, et il était seul, hein, il était arrêté avec 2 de ses collaborateurs, Félix Martin. J'ai oublié de le dire, et c'est important pour eux, pour établir leur mémoire. Et donc ils arrivent à... L'expert qui avait se décontenance complètement lors du procès, bégaye, n'arrive pas à justifier ses chiffres, et le président de la cour d'assises de la Seine est obligé d'acquitter. Enfin, on voit bien que l'accusation ne tient pas, et qu'il n'y a jamais eu de détournement de fonds de 840 000 francs or. Tout ceci a été de simples injures et de simples rumeurs. Néanmoins, il revient acclamé par la foule en septembre 1895, acclamé par la foule de Saint-Raphaël, mais quelque chose est fini. Quelque chose est rompu parce que, on le sent bien dans son discours d'arrivée à la gare de Val-Escure, c'est quelqu'un qui est plein d'amertume en réalité. Et ces jours de prison l'ont beaucoup affecté. Et il va quitter Saint-Raphaël. Il va quitter Saint-Raphaël, il a encore beaucoup de dettes à éponger, il a encore beaucoup d'affaires à régler. C'est un homme fatigué qui sort de prison, qui a vécu une injustice irréparable. Et là, c'est la dernière partie de sa vie qui commence, qui est une période de sa vie qui est triste. Parce il est encore empoisonné par ces histoires. Il y a encore des commissions d'enquête parlementaire qui font des rapports pour lesquels il aura 2 non-lieux à la suite de son acquittement. Mais c'est lui qui sera obligé d'aller à Paris, notamment consulter les archives, les rapports entre midi et 2h le samedi à la Chambre de députés pour pouvoir contester les faits qui lui sont reprochés et finalement gagner. Mais c'est extrêmement éprouvant à la suite de 50 jours de prison à Paris de devoir en plus prouver son innocence dans les commissions d'enquête parlementaire. C'est quelque chose qui lui a coûté et qui lui a sans doute coûté la vie de fatigue en réalité. Et donc pendant cette période, donc il quitte Saint-Raphaël et son point d'ancrage c'est le monde. Il décide de voyager. Il part et il reprend ses fonctions de simple chargé de mission au chemin de fer de Provence. Voilà. Il part aux États-Unis. Il fait un magnifique voyage à travers l'Ouest américain, dont je vais vous lire une lettre. Il part au Japon, où il écrira son dernier ouvrage qui s'appelle Le Japon vrai, qui est un des premiers ouvrages modernes sur le Japon. Félix Martin, en plus de toutes ses activités, était un littérateur. Il écrivait énormément. Il a beaucoup écrit sur des sujets techniques, sur la voie à 1 mètre, sur les adductions d'eau, mais aussi sur des sujets de société, notamment le Japon. Et il écrit aussi, il préparait à sa mort un ouvrage qui s'appelait La décadence, qui était en fait, à mon avis aussi auprès du public et non plus uniquement des tribunaux, de se réhabiliter, où il critiquait les institutions de la Troisième République de manière extrêmement virulente, en plus de son aspect sociologique, lapsus révélateur, excusez-moi, sur la Ve République, en disant qu'il n'y avait plus de séparation entre ces inframarqués et l'exécutif, et que tout ce qui lui était arrivé, en fait, était dû uniquement au manque de séparation des pouvoirs, où le parquet a intimé l'ordre, où l'exécutif, donc le président de le Conseil, le gouvernement a intimé l'ordre de faire arrêter et de révoquer Félix Martin. Et cet ouvrage, il l'a de manière manuscrite, il n'a pas été publié, alors que Le Japon vrai a été publié. Il reviendra une toute dernière fois, il ne revient que 2 fois, il y a 2 ou 3 fois à Saint-Raphaël, entre 1995, au moment où il n'est plus maire de Saint-Raphaël, et sa mort le 1er mars 1999. Il revient en 1998, il vient de manière tout à fait discrète, il est tout à fait bien reçu, mais il n'y reste pas. Son point d'attache désormais, c'est comme je vous l'ai dit, Paris où il se fait réhabiliter, c'est
ce sont les voyages à l'étranger, et c'est Grasse et Saint-Vallier où il habite, c'est son gendre, puisqu'en 92, Gaston de Fontmichel a épousé sa fille Aimée Martin, dont je suis ici l'un des descendants directs. Et c'est aussi pour ça que nous avons retrouvé tant d'archives de famille et que je peux vous éclairer ce soir sur sa vie de manière assez précise, je l'espère. Il meurt. Alors ses funérailles sont aussi belles que sa succession est triste. Il meurt à Grasse. Il est enterré dans le caveau familial. Il y a des discours sur le cours Honoré Krebs à Grasse que vous connaissez peut-être. Il y a des personnalités de tous bords. C'est un enterrement très politique où on accuse le cabinet Ribot, son garde des Sceaux Trapieux d'avoir incarcéré Félix Martin. On l'accuse d'avoir été le bouc émissaire de la faillite de la compagnie des chemins de fer du sud de la France, puisque Reynac, le fondateur de la compagnie, s'était suicidé en 92. Reynac avait été aussi impliqué dans le canal de Panama. Et ses ennemis ont eu beau dire que le scandale du sud de la France, où il n'y avait pas de scandale, était un petit Panama dans la presse. Donc ces funérailles sont importantes, sont un événement politique important. Et également la procession funéraire aussi à Saint-Raphaël. Une semaine après, il y a à peu près 2000 personnes qui assistent à ces funérailles. Mais un an après, la presse demande le rapatriement des cendres de Félix Martin à Saint-Raphaël, puisqu'elles sont aujourd'hui à Grasse. En 1910, comme je vous le disais, on appose sur la fontaine de la Siagnole le buste de Félix Martin. Donc tout ceci est très majestueux et positif. Sa succession est très triste. Il est encore embourbé dans ses affaires au moment où il meurt. Ses filles refusent la succession. Et Maître Sidor de Saint-Raphaël, qui avait assisté à toutes les épopées les plus brillantes de Félix Martin, vend en avril 1900 ce qui lui reste de son patrimoine à la barre, puisque sa famille a refusé l'héritage, c'est-à-dire quelques terrains de Saint-Égulphe, sa villa des Cistes et quelques autres magasins pour une somme de 130 000 francs or. Voilà. Triste destin. Destin en fait qui ressemble au personnage, puisque c'était un héros qui flirte avec l'hubris en réalité, avec une forme de démesure. Qu'est-ce qui reste de Félix Martin aujourd'hui? Pour vous, Raphaëlois, eh bien, il reste beaucoup, il reste la matière, enfin il reste le paysage, il reste tout ce dont on a parlé, dont on a évoqué lors de cette conférence, et bien entendu je répondrai à vos questions après. Et pour nous, Grassois et membres de sa famille, il reste un esprit, l'esprit d'un homme extrêmement dynamique, extrêmement éclectique, extrêmement vif, extrêmement brillant, et qui le synthétise dans sa devise personnelle et familiale qu'il avait mis sur le fronton de sa villa des Cistes, qui est Suscipere et finire, entreprendre et achever. Je vous remercie. J'ai parlé, je ne sais pas combien de temps, trop, peut-être, mais je serais heureux, bien entendu, de répondre à vos questions ou à vos interrogations ou éclairer certains propos qui n'ont pas été clairs. Madame ? Vous n'avez pas parlé des relations entre Gustave Eiffel et Félix Martin. Alors, j'ai pas parlé des... Non, effectivement, j'ai pas parlé des relations entre Gustave Eiffel et Félix Martin. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. C'est drôle que vous me posiez cette question en venant à Saint-Raphaël. En réalité, donc, Gustave Eiffel a fréquenté la villa des Cistes, beaucoup, d'un point de vue mondain. Et il était fournisseur de la compagnie des chemins de fer du Sud, au même titre que qu'une autre société concurrente qui était, elle, administrée et dont le premier actionnaire était le baron de Reynac. Donc en fait, sur les deux lignes de chemin de fer principales, c'est-à-dire le chemin de fer du littoral et le central Var, il y a eu beaucoup de ponts qui sont signés, en tout cas dont l'armature métallique a été fournie par les entreprises Eiffel
et l'autre moitié par cette société dont l'actionnaire était le baron de Reynac, qui s'appelait Pont et Chaussée en acier ou quelque chose comme ça. Donc effectivement, les ponts Eiffel sont une réalité sur la ligne de chemin de fer. Notamment le pont du Réran, je crois. Le pont des Ribes à Grasse qui a disparu, et quelques autres ponts. Le petit pont en pierre qui sépare l'église du Pélégal a été dessiné par Gustave Eiffel. Ah, je ne le savais pas. Ouais. Monsieur ? Je trouve que vous avez les airs de famille. Ah, bah vous savez, on renie pas ses gènes, hein. Hein ? On renie pas ses gènes. Ben non, c'est sûr. D'ailleurs, je voulais vous dire, j'ai complètement oublié dans le flux de ma pensée, j'ai dans ma poche la rosette de la Légion d'honneur de Félix Martin, qu'il avait arrachée lors de ses assises. Et lors de ses assises à la Seine, il avait refusé de plaider en compagnie de son avocat Maître Rousset avec sa rosette de la Légion d'honneur, et il l'avait celle-ci même, il l'avait dégrafée de sa boutonnière. Je l'ai comme gris-gris parce que ça porte chance. Oui, il y a des... Oui, tout à fait. Sadi Carnot fait partie des personnalités qui ont fréquenté Félix Martin. Nous avons à la bibliothèque un traité sur les eucalyptus. Oui. Et d'où vient cet intérêt pour... Alors, j'ai entendu dire ça, oui. Effectivement, qu'il avait travaillé sur les eucalyptus. Sur les essences quand l'application industrielle des eucalyptus, je pense, n'est-ce pas, je sais qu'il y a des parfumeurs dans la salle, brillants parfumeurs, l'eucalyptus était une plante qui pouvait avoir des applications industrielles, et je crois dans le cadre de sa profession d'ingénieur, c'est un sujet qui devait l'intéresser. C'était comme j'essaie de vous l'évoquer, aussi un homme d'affaires, et il avait donc des parts de sociétés immobilières importantes. Il avait des parts, j'ai complètement oublié de vous le dire, c'est important, le casino lui appartenait. Le casino. Et acheté par sa femme. Oui. Exactement. Il avait le casino. Il avait des parts dans une société de transport maritime aussi, qui faisait Saint-Tropez, Saint-Raphaël. Il avait des parts dans la société de gestion du Grand Hôtel. Donc en plus de ses activités immobilières qui mobilisaient la plupart de son capital, c'était aussi un entrepreneur. En fait, il était trop tôt. Il a eu raison trop tôt. Un peu comme Messier, vous voyez. Jean-Marie Messier, il a eu raison trop tôt. Et le rapport du liquidateur que je vous fournirai, je ne sais pas si vous l'avez lu, est tout à fait épique, où en fait on dit: monsieur, nous savons que vos terrains auront une plus-value dans les années qui viennent extraordinaire. Malheureusement, il n'y a pas d'eau, et donc on ne peut pas les réaliser au sens financier du terme, c'est-à-dire les céder pour réaliser le capital et la dette derrière. Pensionnat de jeunes filles, des filles de Vallescure. Ouais. Je pouvais pas énumérer tous les biens qui sont nés sous ces mandats. Mais c'est vrai que d'un point de vue après d'urbanisme aujourd'hui, c'est important de préserver ce qu'il reste de ces villas et de ces biens. Est-ce que vous avez des renseignements sur la période où il a transformé le casino en établissement médical? Alors, la balnéothérapie, c'est ça? Non. C'est un traitement à l'ozone, l'ozonothérapie en fait, un traitement à l'ozone des tuberculeux, des gens qui avaient des problèmes respiratoires. Non, j'ai pas dans les archives, je n'ai pas trouvé ça. Le golfe de Vallescure, il y a un rapport avec lui. Ça c'est les Anglais. Les Anglais, mais Ah oui, ils sont terribles ces Anglais. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ça c'est terrible.
Je parlais du plateau de Valescure. Ensuite, ils se sont rués sur la succession de Félix Martin. Ils ont constitué une société civile pareille, qui s'appelait Valescure, Saint-Raphaël-Valescure de l'Estérel ou quelque chose comme ça. Et ils ont racheté des immenses plateaux sur Valescure. Et dans cette société, il y avait l'architecte Sergent, c'est un Français. Maria est une Anglaise, vous voyez, perfide Albion. Il y avait un Rendell qui n'était autre que le gendre de Gladstone, grand industriel anglais, et il y avait Bent Hall, et qui se sont, alors eux, je veux dire, ils étaient contents. Hein. Ah. D'où le golf. La villa Benthal, c'est la mairie d'honneur actuellement. D'accord. Construite dessinée par Sergent, et c'est là qu'il a connu sa femme anglaise. D'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup.